Bonsoir et merci d'être si nombreux parce que ça montre que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie d'écouter nos enfants, de vivre avec nos enfants des relations plus harmonieuses, moins dans les jeux de pouvoir, moins dans les bagarres quotidiennes. Et puis, à votre nombre, je mesure tout le travail de fond qui a été fait depuis des années à Haubourdin et dans les environs, parce que je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui viennent de tout autour. Et oui, vivre avec un enfant, c'est pas toujours simple. Parfois, c'est un moment tellement délicieux. Et d'autres fois, on se retrouve comme plongé dans un mauvais cauchemar, comme si... Oui, parce que avant d'avoir des enfants, nous sommes tous de merveilleux parents. Et avant d'avoir des enfants, nous en sommes convaincus. Être parent, c'est vraiment facile, c'est vraiment un jeu d'enfant. Avant d'avoir des enfants, nous, on se dit, notre enfant, nous, il ne criera pas dans une salle de conférence. Notre enfant, nous, il aura des bonnes notes à l'école. Il mangera ses haricots verts. Non, il ne se roulera pas par terre comme ce gamin-là dans la pharmacie. Notre enfant, à nous, on n'imagine pas, on ne se prépare pas à ce qu'il ne se comporte pas correctement. Et on se dit, nous, on saura faire différemment. Jusqu'au jour où... Eh bien, l'enfant vient au monde et là, c'est toute une autre histoire. Parce que c'est pas si simple. Un enfant, on s'y attendait pas. C'est pas une poupée, c'est un être humain. Et comme c'est un être humain, il a des émotions, il a des besoins, il a même des idées de temps en temps. Et donc, il y a des aménagements à faire. Vous êtes tous venus avec toutes sortes de questions dans vos têtes, en tout cas j'espère. Vous êtes venus avec des questions et d'habitude dans les conférences, eh bien le conférencier, ou en l'occurrence la conférencière, parle, et puis à la fin de la conférence, il y a un temps de questions-réponses. Et là, surtout dans une grande salle comme ça, il y a quelques personnes, 3 ou 4, qui ont bien confiance en elles, qui osent poser une question. Alors on va faire différemment. On va commencer par les questions. Et puis ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous puisse s'exprimer. Alors ce que nous allons faire, c'est que les 3 personnes de devant vont se retourner vers les 3 personnes de derrière et comme ça vous allez faire des tas de petits groupes de 6. On va commencer du début jusqu'en haut. Des groupes de 6, comme ça on n'a pas besoin de bouger les sièges. Et chaque groupe de 6, je vais vous donner 7 minutes. 7 minutes, pas plus, parce que vous êtes à la base venus m'écouter moi quand même. Donc, 7 minutes pour parler entre vous, élaborer une question qui vous paraît signifiante et importante. Une question sur moi en tant que parent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi dans telle et telle situation, ou alors une question sur un comportement spécifique d'un enfant. Un enfant de 2 ans, un enfant de 3 ans, un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 11 ans. Bref, un comportement spécifique qui pose problème. Alors, comme on est là pour faire une conférence grand public, on ne va pas choisir une question qui soit trop précise, trop problématique. C'est-à-dire que si c'est un enfant qui a une grosse pathologie, alors non, on va plutôt choisir des choses qui peuvent concerner l'ensemble d'entre nous. Donc chaque groupe va élaborer une question. Ensuite, on récupérera dans le petit panier qui est là, on récupérera les questions et je tirerai au sort quelques questions. Je bâtirai ma conférence sur les questions et on verra comment ça s'organise. Avant de partir dans les questions, je vous propose tout de suite de mettre vos téléphones mobiles sur la position éteint ou bien avion. Nous sommes très nombreux et nombreuses. Comme nous sommes une conférence autour de la parentalité, il se peut qu'il y ait des femmes enceintes parmi nous et donc nous sommes attentifs au fait que le mode muet ou silencieux n'est pas du tout suffisant pour protéger les fœtus.
Donc tout le monde se met sur hors ligne ou bien éteint. Et je le mets moi sur hors ligne pour conserver mon timer. Allez, je vous laisse vous mettre par groupe de 6. On commence devant. Les 3 de devant se retournent vers les 3 de derrière. Donc là, vous faites un groupe de 3. Soyez attentifs à ce que chaque personne du petit sous-groupe s'exprime. La première question que j'ai tirée, c'est: doit-on intervenir lors d'un conflit fraternel? S'il est fraternel, c'est déjà ça. Ça, probablement entre frères et sœurs, pas toujours très fraternel. Et si oui, quand et comment? Alors, c'est sûr qu'on pourrait donner toute une conférence sur cette question. Ensuite, il y a 2 tranches d'âge pour des filles de 1 an et 3 ans ou 4 et 8 ans, mais là, en l'occurrence, si, sur les âges, ça va jouer. Sur le fait que ce soit des filles ou des garçons, ça va un peu moins jouer. C'est sûr, doit-on intervenir? Alors, la première chose, c'est que c'est vrai que c'est important d'intervenir dans certains cas, et seulement dans certains cas. Quand on regarde des petits lionceaux jouer, ou c'est plus rare les lionceaux, mais des petits chiots ou des petits chats jouer, entre eux, ils jouent à se bagarrer, ils se mordillent, ils s'entraînent à se battre pour pouvoir plus tard savoir se battre avec des plus gros animaux. Nos enfants aussi ont besoin de s'éprouver dans la bagarre, ont besoin de sentir de quoi je suis capable. Et c'est sûr que c'est dans la fratrie que nous choisissons nos premiers partenaires de jeu bagarre, pour sentir de quoi nous sommes capables et nous entraîner à la bagarre. Oui, sauf que quelquefois, c'est un peu majoré et on voit que ce n'est pas seulement 2 petits chatons qui jouent ensemble, mais qu'il y en a un qui mord un peu plus fort. Très souvent, nous avons conscience qu'il se joue quelque chose d'autre entre nos enfants, qu'au-delà du conflit apparent, il y a un autre conflit sous-jacent. Parfois, dans les yeux ou les mots de l'aîné, on peut entendre de la haine. Parfois, dans les mots, dans les yeux du plus petit, on entend de la rage. Les émotions sont extrêmement puissantes. Et nous sommes là, nous nous sentons démunis. Nous voyons un agresseur, une victime, nous avons tendance à nous précipiter vers la victime pour la câliner, la rassurer, la protéger. Et c'est vrai que c'est notre rôle de protéger nos enfants. En même temps, l'agresseur, c'est aussi notre enfant. Et on se sent mal d'avoir un enfant qui agresse l'autre. Et donc, c'est vraiment douloureux. C'est une des situations les plus difficiles qui soit que de voir 2 de ses enfants, ou plus, en train de se blesser, de se faire mal, de se chamailler, plus que se chamailler, de s'humilier l'un l'autre. Et nous avons très peu d'informations pour savoir gérer ces conflits. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai cherché aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils sont un petit peu plus pratico-pratiques, ils cherchent des choses opérationnelles, concrètes. Nous, on réfléchit, les Français. Mais eux, ils se disent, concrètement, je fais quoi? Et donc, j'ai fait traduire ce petit livre « Arrête d'embêter ta sœur et laisse ton frère tranquille », ou le contraire, parce que c'est utile de savoir quoi faire dans ce genre de situation. Quand est-ce que j'interviens et comment? En fait, chaque conflit de nos enfants, c'est une superbe occasion de leur permettre d'acquérir des compétences sociales. Étant donné que c'est naturel que les petits chatons se bagarrent, c'est naturel que mes enfants se bagarrent, sauf que tout seul, quelquefois, ça va devenir douloureux pour l'un ou pour l'autre et probablement pour les 2. Donc, j'interviens. Et j'interviens comment? Déjà, peut-être à leur hauteur, de manière à ne pas être parentale. Pouvoir dire stop,
et en même temps ne pas juger, ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, ne pas dire arrête d'embêter ton frère, arrête ceci, cela. Donner des ordres, tout ça, ça va que augmenter le problème, probablement. Je ne sais pas encore où est le problème. Donc il me faut écouter, mais pas forcément moi écouter. En fait, selon l'âge de l'enfant et selon ce que j'ai envie et ce dont eux ont besoin d'apprendre, eh bien je vais leur enseigner les compétences dont ils ont besoin pour pouvoir gérer leurs conflits. Quelquefois, voilà, je vais enseigner aux grands à comprendre ce qui se passe pour l'autre. Je vais enseigner aux plus petits à comprendre ce qui se passe pour le grand. Parce qu'il se passe toutes sortes de choses entre deux enfants. Il n'y a pas que la jalousie, même si la jalousie est une extrêmement forte motivation au conflit. Un jour, on était dans la voiture et mon mari conduisait et ma fille dit à mon fils « De toute façon, t'es qu'une tapette. » Mon fils blêmit, descend, son visage descend. Et mon mari dit « Tu ne parles pas comme ça à ton frère. » Ben oui, c'est nos automatismes. Moi, je réfléchissais très très vite. J'avais un avantage, je n'étais pas en train de conduire, donc qu'est-ce que je peux dire? Je donne des conférences sur le sujet, il va falloir que je trouve une astuce, un truc intelligent à dire. Et donc, je réfléchis. D'abord, je respire. Masque à oxygène. Quand il y a un conflit, il n'y a pas tant d'urgence. Il n'y a jamais autant d'urgence que nous le croyons. Nous avons le temps de respirer et de nous poser la question, qu'est-ce qui se passe là tout de suite? Une agression et surtout un jugement, c'est qu'une tapette, signe un besoin, une émotion. Quels peuvent être les besoins et émotions de ma fille lorsqu'elle vient d'entendre son frère évoquer le harcèlement dont il est victime à l'école? Une injure, une insulte est en général une tentative de rapprochement. Mon job de parent, c'est de réfléchir, de donner du sens. Qu'est-ce qui peut motiver ma fille à dire cela? Et donc je me retourne vers elle et je lui dis, quand tu entends ton frère évoquer à quel point c'est dur pour lui de se défendre face aux moqueries des autres, ça te rappelle ce que tu vivais toi, il y a 2 ans, dans les mêmes circonstances. Et ma fille dit, oui. Et mon fils se sent réparé. Nous avons trop souvent l'attitude de vouloir dire stop à tout, de vouloir faire en sorte que non, ça ne se passe pas. En fait, notre job, il est de faire en sorte que les deux se sentent réparés. Une agression de l'un envers l'autre signifie une souffrance et signifie aussi une recherche de contact. Si je ne cherche pas le contact, je ne vais pas taper, je ne vais pas frapper, je ne vais pas humilier. Je vais juste passer mon chemin. Si je suis dans l'interaction, je vais attendre que le bébé se taise pour pouvoir continuer parce que j'ai absolument plus de concentration. Ah, magie. Merci. 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 C'est vrai que c'est difficile pour les bébés, le micro. C'est toute une ambiance, il y a beaucoup de monde là. Et c'est pas facile. Alors, voilà où j'en étais. Oui, donc, les 2 enfants. Quand on entend une insulte, nous, ça nous blesse, alors on a tendance à réagir. Mais si nous arrivons à mesurer que chaque fois, derrière une insulte, il y a une blessure, il y a une émotion,
et il y a une tentative de rapprochement, alors nous pouvons aider les enfants à mettre des mots sur ce qui est en train de se passer. Évidemment, il y a besoin d'un petit travail à l'intérieur de nous pour arriver à trouver les mots justes. Et donc, dans un premier temps, il y a une bagarre entre deux enfants. Je peux dire juste « stop ». Et si je ne sais pas quoi dire, je dis « je vois deux enfants qui se disputent un même jouet ». C'est-à-dire, je vais juste décrire. Pendant que je décris, eh bien, déjà, moi, ça me calme. Ça aide les enfants aussi à réfléchir à ce qui est en train de se passer et à passer d'une trop grande activation de leur cerveau droit un petit peu dans leur cerveau gauche. Et cette intégration cérébrale va leur permettre de revenir à quelque chose d'un petit peu plus calme et on va pouvoir faire peut-être une résolution de conflit ou peut-être leur enseigner une nouvelle compétence. Dans un petit livre merveilleux sur les manières d'éduquer les enfants un peu partout dans le monde, il y a une chose qui m'a particulièrement plu. Une enseignante au Japon. Alors il paraît que ça ne se fait pas dans toutes les écoles, dommage, mais dès qu'il y a une bagarre dans sa classe, elle dit tout de suite « Dépêchez-vous, dépêchez-vous, Akiko et Matsuo sont en train de se battre, tout le monde vient autour !» Et donc tous les enfants viennent autour pour les regarder. Ben, c'est hyper efficace, parce que du coup, quand vous êtes Matsuo ou Akiko, vous ne pouvez plus vous battre n'importe comment. Vous avez tous les copains qui vous regardent, donc ça devient du combat à la loyale. Elle a aussi une autre technique, et c'est une technique, alors là, j'y aurais jamais cru, mais ça marche super bien. Notamment, donc, toute mon équipe a testé avec leurs enfants, 4 ans, 5 ans, surtout ça marche très très bien avec 6, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc, deux enfants sont en train de se disputer. Et donc, le parent passe et il dit « pierre, feuille, ciseaux ». Et immédiatement, ne me croyez pas, hein, faites juste l'expérience, vous verrez, immédiatement, les enfants, au lieu de continuer à se taper, se mettent à jouer à pierre, feuille, ciseaux. Ça, c'est l'art. Parce qu'en fait, ça continue d'être du conflit, de la compétition, mais il y a des règles. Et donc, en fait, c'est ça, l'idée. Le conflit, il a des raisons d'être. Notre job d'adulte, c'est d'encadrer le conflit de manière à ce que ça ne dégénère pas, permettre à chacun de sortir du conflit de manière saine. C'est ça qui est chouette dans Pierre, Feuille, Ciseaux, c'est que ça ne dit pas qu'il y a un enfant qui est mauvais, qui est méchant, mais ça dit simplement, eh bien, je vois que vous avez... Là, vous êtes en train de vous disputer, de vous battre, et voilà des règles pour vous battre de manière constructive. Tirons un autre petit papier. Ouh, c'est long ça. Limiter la sensation d'abandon d'un couple séparé. Comment gérer 10 séparations, non, ça doit être la séparation de ses parents pour un enfant de bas âge, un garçon de 2 ans. Relations interpersonnelles entre parents et grands-parents. Ah, dis donc, j'avais pas dit une seule question par groupe. Alors c'est intéressant parce qu'il y a 3 questions sur la papier et la première question commence par limiter. Mais déjà, ça sort des limites. Donc, voilà, même nous les adultes, on a beaucoup de mal à respecter les consignes. Comment gérer la séparation des parents ? Comment voulez-vous gérer une séparation des parents ? C'est pas à vous, c'est pas à l'enfant de gérer la séparation de ses parents. C'est dur pour un enfant quand les parents se séparent. Et c'est vrai que ce serait utile qu'on puisse vraiment mettre en place beaucoup de choses pour pouvoir réussir à rétablir la relation de couple. Avoir un enfant, c'est très éprouvant pour un couple. Avant, on n'avait pas ce problème-là parce qu'avant, eh bien, d'abord, avant, il n'y avait même pas l'idée d'un divorce possible, mais surtout, il y avait toute une famille élargie. On accueillait un enfant dans tout un groupe familial. Aujourd'hui, on est une famille, on est juste 2, un homme, une femme,
un enfant, ou maintenant 2 femmes ou 2 hommes, bref, on est juste 3. Et c'est extrêmement difficile, parce que la confrontation au quotidien avec un enfant, ça nous fait remonter toute notre histoire. Quand on est 2 face à un enfant, eh bien, comme c'est difficile à l'intérieur, on a tendance à se projeter l'un l'autre, nos émotions difficiles l'un sur l'autre. On a tendance à accuser l'autre. Quelquefois, l'autre n'a pas les mêmes idées éducatives que nous, et nous croyons que c'est un problème d'idées éducatives. Oui, on va le voir probablement un peu plus loin dans la conférence, très souvent, les séparations sont liées à une manière différente de voir la relation avec les enfants. Un qui est plus autoritaire, l'autre qui est plus dans la soi-disant bienveillance. Bref, chacun a son style et il croit que c'est un heurt sur le style de parentage. On verra que c'est bien autre chose qui est en train de se jouer. Mais ce qui est clair, c'est que avoir un enfant, eh bien, ça modifie la sexualité du couple, ça modifie le rapport de l'un à l'autre, ça oblige un couple à se réinventer, à devenir autre chose, à devenir un couple de parents, et c'est pas facile. Et donc, dans ce mouvement-là, parfois, on n'arrive pas à traverser. Et ben voilà, la première question, c'est comment faire pour que nos enfants ne se disputent pas. La deuxième question, c'est comment faire pour que les parents ne se disputent pas. C'est vrai que c'est pas simple. Comme on n'a pas appris quand on était enfant à se disputer de manière constructive, eh bien une fois adulte, on ne sait pas se disputer de manière constructive. Et quand quelqu'un nous dit quelque chose, on le prend au plein cœur, au lieu de réaliser, tiens, il est en train de me dire quelque chose. Il y a pas très longtemps, une femme me dit, mon mari, la semaine dernière, m'a annoncé qu'il m'a dit, je n'ai plus d'amour pour toi. Et je ne sais pas ce que notre couple va devenir. Et elle me dit, je me suis complètement effondrée. Et elle trouvait ça naturel de s'effondrer. Je dis, mais pas du tout. Attends, là, il était en train de exprimer quelque chose que lui vivait. Il ne ressent plus d'amour pour toi. C'est important qu'il te le dise. Et il se pose la question, il ne dit pas, je vais te quitter. Toi, tu entends, je vais te quitter parce que tu as quelques carences d'attachement. Et donc, lorsqu'il te dit, je n'ai plus d'amour pour toi, je me demande où va notre couple. Bam, toi, tu prends en plein cœur et ça te rappelle ton enfance quand tu étais bousculé d'ici à là et que tu ne recevais pas l'attachement dont tu avais besoin. Mais en réalité, cet homme, il était juste en train de te dire ce qu'il vivait. Seulement voilà, comme on n'a pas appris à écouter les émotions d'autrui sans être tout tremblant, eh bien on prend le truc en plein cœur et ça nous désespère. Mais si on sait se camper à l'intérieur de soi, et si on sait écouter avec le cœur, on va dire, oh, dis-moi plus. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que l'amour est parti? Qu'est-ce qui t'a manqué? Peut-être est-ce que j'ai eu des comportements qui t'ont blessé? On va chercher à faire parler l'autre pour lui permettre de dire ce qui se passe à l'intérieur. Heureusement, cette femme, après ce moment où elle a eu ce coup au cœur, elle avait reparlé avec lui et finalement, ils ont parlé et ils ont décidé de rester ensemble. Mais trop souvent, on n'écoute pas. On ne sait pas écouter et la moindre expression de l'autre, hop, nous fait rebondir sur nos élastiques, nous fait rebondir sur notre propre histoire. Nous avons à apprendre à écouter l'autre. Écouter vraiment ce qu'il dit. Quelqu'un qui nous dit « je n'ai plus d'amour pour toi », il est en train de dire « nous ne vivons pas suffisamment de moments d'intimité
Et du coup, eh bien, je n'éprouve pas suffisamment souvent l'émotion d'amour envers toi. Et quand il dit « je ne sais pas ce que notre relation va devenir », il est en fait en train de dire « j'aimerais que notre relation soit davantage pleine d'amour. Je ne veux pas d'une fausse relation avec toi, je veux une vraie relation. » Mais évidemment, pour pouvoir entendre ça, on a besoin d'être un petit peu solide à l'intérieur. Et c'est pas toujours simple. Donc avant de voir comment on va aider nos enfants à gérer les choses, peut-être nous, on pourrait prendre en charge un petit peu plus de gérer notre relation d'adulte. Après, pour l'enfant, eh bien, on cherche souvent à expliquer aux enfants, à leur donner tout un tas de choses. Mais en fait, c'est comme si la blessure que fait le fait que papa et maman se séparent, elle est là à l'intérieur, dans le cœur. Et si je ne permets pas à cette blessure de sortir, de se dire, si je commence à expliquer à l'enfant, je vais expliquer, je vais rajouter des couches, je vais lui parler, je vais lui dire quels sont les mots que je peux lui dire, je vais rajouter plein de couches, mais ça ne va pas permettre vraiment à l'enfant d'entendre parce que ce sera juste des couches rajoutées sur son désespoir. Alors, plutôt, j'ai à éviter de parler trop et simplement écouter pour que l'enfant puisse dire, pour que le venin qui est à l'intérieur de lui, toutes ses angoisses, toutes ses difficultés, il puisse les verbaliser, les mettre au dehors de lui. Une fois seulement que tout sera sorti au dehors de lui, alors je pourrai donner quelque chose. Mais si je donne trop vite, si je dis mais non, tu sais bien que je continue de t'aimer, eh bien ça fait juste que je couvre et que j'empêche l'enfant de vraiment sentir. Donc c'est vraiment utile de permettre à l'enfant de dire. Là encore, c'est la même chose que quand mon mari me dit « je n'ai plus d'amour pour toi ». L'enfant peut-être peut dire « j'ai peur que tu t'en ailles, j'ai peur que tu m'aimes plus ». Peut-être il peut dire toutes sortes de choses. Et en écoutant tout ça, c'est utile de ne pas se mettre à tout de suite réagir, mais écouter. Ah oui? Et qu'est-ce qui te fait penser ça? Et qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur? Et quoi encore tu te dis? Faire sortir tout ça. Souvent, je prends l'image d'un bol. Au lieu de prendre ce que dit notre enfant en plein cœur, imaginons que nous avons un bol ici, pour faire en sorte que tout ce qui est là, à l'intérieur de lui comme émotion, puisse sortir. Et hop, je fais tout remplir le bol. Ensuite, on peut regarder dans le bol ce qui se passe. Et moi, ça ne me fait pas mal en plein cœur. Alors, je change de panier. Comment aider l'enfant à écouter le cadre posé des parents malgré les limites claires? Globalement, ça veut probablement dire que les parents ont posé des limites claires et ils espèrent que l'enfant va se conformer. Comme ça ne marche pas, ils se disent « il faut que mon enfant comprenne et il faut qu'il écoute ». Écouter, en réalité, c'est pas l'écoute dont j'ai parlé, hein. Ce que nous appelons, nous, adultes, souvent, écouter, pour les enfants, ça veut dire obéir. Donc, probablement que cette question signifie « j'ai posé des limites et pourtant, l'enfant sort du cadre ». Tous âges, tous sexes. Et oui, c'est un humain. Bonne nouvelle. Notre souci, à nous les parents, c'est que nous sommes baignés de toute une dynamique dans laquelle, eh bien, c'est comme si, dès qu'on a un enfant, on est en conflit de pouvoir. Lequel va être le plus fort? Et nous avons cette idée que nos parents, nos grands-parents, les psys même, nous ont mis dans la tête
qu'un enfant deviendrait un petit monstre et n'est vraiment conscient que de ses propres bénéfices, que de son propre plaisir, et que si on ne met pas des limites claires à tout cela, il va devenir un petit monstre. Ça, c'est l'idée que nous avons. Évidemment, ça n'est pas la réalité scientifique, on le découvre aujourd'hui, mais on le découvre seulement aujourd'hui. Ça nous fait faire un drôle de mouvement, mais en même temps, ça va drôlement nous simplifier la vie, parce que, on le constate, les enfants ne respectent pas les règles. Déjà, on a vu que même les adultes, au bout du 3e papier, il y avait déjà 3 questions, alors qu'on avait bien dit une seule. Mais que faites-vous quand dans votre cuisine le lait déborde? Si le lait déborde, il y a plusieurs solutions. En fait, il n'y en a pas tant que ça, mais mettre des limites, ça veut dire je prends un couvercle et je tente de faire en sorte que ce lait ne déborde pas. Oui. Si je tente de mettre un couvercle sur le lait, voilà ce qui se passe. De toute façon, ça passe un peu sur les côtés. Puis alors, il faut appuyer de plus en plus fort parce que ça bout, ça continue. Au mieux, je vais brûler le fond de la casserole. Il y a peut-être une autre option. Dans notre cuisine, en général, nous sommes un peu plus intelligents qu'avec nos enfants. Lorsque nous constatons que le lait déborde, eh bien, il nous arrive plutôt d'éteindre le gaz. En fait, avec nos enfants, souvent, nous sommes dans cette dynamique de vouloir cadrer leur comportement. Et donc, nous crions, nous punissons, nous donnons des fessées, nous envoyons au coin. Parfois, nous tolérons un comportement, ou alors on satisfait les demandes. Tout ça, ce sont des réponses qui ne sont pas appropriées. Pourquoi? Parce que ce sont tout simplement des comportements qui ne s'adressent pas au gaz. Ça ne sert à rien de tenter d'empêcher le lait de sortir de la casserole si on n'éteint pas le gaz. Le problème devant presque tous les comportements débordants des enfants, on entend de partout « vous devez poser des limites ». Vous devez mettre un cadre clair. Et donc, nous posons des limites à nos enfants. Et après, nous sommes bien surpris qu'ils ne les respectent pas. Mais à quoi sert de mettre un couvercle, de poser des limites si nous n'éteignons pas le gaz? Tant que nous n'identifions pas les causes du comportement d'un enfant, eh bien, nous avons fort peu de chances qu'ils réussissent à les modifier. Et puis, ça, c'est une chose. Mais d'autre part, dans la question, c'était comment faire pour que l'enfant écoute quand on lui donne des limites claires. Si je donne une limite à un enfant, alors, dans le processus même de donner une limite, j'induis la transgression. Imaginez que vous me donniez la limite « tu n'as pas le droit de dépasser cette ligne ». À partir du moment où je sais que je n'ai pas le droit de dépasser cette ligne, on me l'a dit, du coup je fais quoi? Toute mon attention est dirigée vers la ligne, puisque je dois ne pas la dépasser. Si je suis un enfant, et plus je suis petit, plus c'est difficile. Si je suis un enfant petit, je m'approche de cette ligne pour savoir pourquoi il ne faut pas que je la dépasse et comment je ne dois pas la dépasser. Et donc, je m'exerce à ne pas la dépasser et je ne la dépasse pas de quel côté. Bref, elle m'obsède tellement cette ligne que je ne peux plus rien faire d'autre. Et du coup, tout mon être est dirigé vers la ligne. Et quand le cerveau d'un enfant est dirigé dans une certaine direction, avant 4 ans en tout cas, il n'a pas la possibilité de pouvoir inhiber le fait d'avoir l'impulsion d'aller. Et donc pour un enfant de moins de 4 ans, si je donne un interdit, eh bien, c'est dangereux. Parce que c'est comme si je lui donnais une direction pour son comportement qui va l'inciter à transgresser. Là, tout de suite, ne pensez pas, faites attention,
ne pensez pas à un zèbre qui serait en train de courir dans la savane. N'y pensez pas, hein? Je vois que vous êtes très désobéissants, hein? J'avais pourtant bien posé le cadre. Nous ne pouvons pas ne pas faire quelque chose. Nous sommes adultes, donc nous pouvons, quand quelqu'un nous dit ne pense pas à un zèbre, on voit le zèbre et puis après on l'efface. On a des capacités de jongler dans notre cerveau. Un enfant petit n'a pas cette capacité. Un enfant de 18 mois, sa maman lui dit « Tu ne touches pas à ce placard !» Elle croit qu'elle a fixé une limite claire. L'enfant, elle a 18 mois. Donc, 18 mois, elle est encore dans une intelligence sensorimotrice. Elle n'a pas la capacité de se faire des images mentales. Donc, elle est là, elle a vu que maman disait un truc à propos du placard. Et donc, elle avance sa main avec un grand sourire. Et là, la maman se fâche. « Mais tu te fiches de moi, tu me nargues en plus et tu me souris !» Et elle s'énerve, la mère. Et donc la petite fille se met à pleurer parce que la petite fille ne comprend pas. Elle cherchait juste à s'approprier la consigne. Elle n'a pas de capacité de se mettre les mots dans... Elle n'a pas la capacité de jongler tout dans sa tête. Donc elle doit faire le geste. Et donc là, elle était en train de... Et avec son sourire, elle montrait. Chaque fois que notre enfant nous sourit, en faisant ce que nous venons de lui interdire, c'est seulement parce qu'il cherche à s'approprier la consigne et qu'il fait attention à votre réaction. Il cherche à comprendre, à donner du sens. Parce que nous lui avons donné un interdit au lieu de donner une consigne. Si on est un parent qui réfléchit du coup et qu'on voit l'enfant qui fait ça, qui va ouvrir le placard, alors on lui dit « Oui, mon amour chéri, c'est exactement ça que je t'ai dit et maintenant tu laisses le placard fermé. » Parce que oui, le placard reste fermé, ça c'est une consigne claire. Et si on dit le placard reste fermé, on a des chances que l'enfant respecte la consigne. Les enfants aiment respecter les consignes. Ça peut vous sembler bizarre, mais c'est vrai. Les enfants adorent coopérer. En fait, toutes les expériences scientifiques menées par les psychologues montrent la même chose. Quand on propose à des enfants de coopérer ou alors d'être à écouter leurs propres désirs, 9 fois sur 10, ils vont préférer coopérer. Nous, notre croyance, c'est que 9 fois sur 10, ils vont n'en faire qu'à leur tête. Mais dans la réalité, en fait, nos enfants ne cherchent que désespérément à nous faire plaisir. Et donc, si on lui dit « tu ne touches pas ce placard », surtout avec les yeux froncés, ils nous font un sourire parce qu'ils ont un petit peu peur des yeux froncés et ils cherchent à « regarde maman, c'est bien ça que tu veux, c'est ça ?» Et quand ensuite, nous, on leur crie dessus, ils ne comprennent plus. Mesurons ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant pour mieux comprendre et adapter nos réactions. De manière générale, nos enfants ne cherchent pas à sortir des limites. En revanche, nous les incitons à sortir des limites. Chaque fois que nous donnons un ordre à un enfant, c'est comme si, donc chaque fois qu'on lui donne un interdit, on le provoque, et chaque fois qu'on donne un ordre, on stresse son amygdale. Si je dis à un enfant, par exemple, de 2 ans, « mets tes bottes », l'enfant, même si je dis gentiment, « mets tes bottes, s'il te plaît, mon chéri ». « Mets tes bottes », c'est un ordre. Or, quand on a 2 ans, on a besoin de pouvoir exercer son cerveau préfrontal, à réfléchir, de se sentir responsable, devenir une personne. Et donc, si je fais ce que ma mère me demande, ça veut dire que je me nie moi-même. Donc, l'enfant est écartelé entre le désir de faire plaisir à sa mère et le besoin de construire son identité. Et donc, écartelé par ce stress, toute sa zone, son circuit de stress s'active. L'amygdale dans son cerveau, l'amygdale, cette petite glande dans son cerveau qui
déclenche la réaction de stress va s'activer. Et cette amygdale, donc on voit au milieu dans le cerveau, va déclencher la réaction de stress. La réaction de stress, c'est cette même réaction que nous avions il y a des milliers d'années, quand il y avait une grosse bête qui nous sautait dessus, tout de suite, paf, on attaquait. Avant même de réfléchir, on attaquait. Ou alors, on fuyait très très vite. Ou alors, on faisait la mort. De la même manière, lorsque nous donnons un ordre à un enfant de 2 ans, lorsque nous ne respectons donc pas le besoin de son cerveau, son amygdale déclenche adrénaline, cortisol, et donc le corps de l'enfant se met en attaque et il fait une crise, ou alors se met dans la fuite, ou alors se fige et on est là à s'énerver. Mais alors, tu choisis, tu les mets tes bottes, tu sais quel vient. On commence à s'énerver. L'enfant est juste figé parce qu'il est sous stress. Nous stressons trop souvent le cerveau émotionnel de nos enfants. Nos enfants n'ont pas encore la capacité que nous avons de pouvoir réfléchir, donner du sens, calmer les choses. Et lorsque nous crions sur un enfant, lorsque nous menaçons, mais finalement, tous ces comportements que nous avons, nous les adultes, face aux enfants, quand on est là, je m'énerve, quand on claque la porte parce que j'en peux plus. Quand on a tous ces comportements, est-ce que ce ne sont pas aussi des réactions de stress? Donc finalement, eh bien, la vie quotidienne avec un enfant, c'est souvent stress contre stress. Dan Siegel, ce médecin américain neurologue, donne une très jolie image du cerveau. Il dit, le cerveau, ça c'est le tronc cérébral, et ici, c'est notre système limbique, le cerveau émotionnel. L'amygdale, ça va être l'ongle du pouce. Donc comme je mets, hop, mon doigt, mon pouce ici, et ensuite, les structures supérieures du cerveau viennent comme ça couvrir le cerveau émotionnel qui est au centre, avec l'amygdale au centre. Et on voit bien que le cerveau préfrontal est en contact avec l'amygdale. Donc, on est comme ça, 2 cerveaux, sauf que le cerveau d'un enfant, il n'est pas encore myélinisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore beaucoup de myéline. Les réseaux de neurones ne sont pas finalisés complètement et le circuit, l'influx nerveux ne fonctionne pas encore très très bien. Donc, souvent, un enfant, il est en accès émotionnel direct. Et si, quand, hop, mon enfant est en accès émotionnel direct, il n'a pas la capacité de réfléchir, si moi, en face, je me mets aussi à m'énerver, alors on va juste faire des étincelles. Mais en réalité, l'enfant ne cherche pas, l'enfant va réagir par de l'opposition, par de la fuite ou par du figement, lorsqu'il est sous stress. Mais je ne suis pas obligée de stresser mon enfant, il y a toutes sortes d'autres manières d'intervenir pour réguler les choses. Une dernière chose pour montrer comment, parfois, nous incitons nos enfants à toutes sortes de choses. Une fois, j'étais à table et c'était donc une réunion d'école et une toute petite fille me jette des cailloux sur la jambe. Elle était toute petite, donc ça ne m'a pas fait trop mal, juste je me retourne, je vois une petite fille qui m'a jeté les cailloux et son père lui dit d'un air sévère, « Tu ne fais pas ça! Lâche ces cailloux tout de suite !» Du coup, la petite fille le regarde et qu'est-ce qu'elle fait? Elle reprend une poignée de cailloux en le regardant en souriant et elle s'apprête à le faire de nouveau. Et là, le père était prêt à disjoncter parce que là encore, il l'interprétait comme étant « je viens de lui demander de ne pas faire quelque chose et là, elle me nargue, elle va le refaire ». Mais ce papa, il oublie qu'elle est toute petite. Elle est toute petite et elle a un cerveau d'enfant. Et donc, quand
elle jette les cailloux. Elle n'est pas encore capable de comprendre l'histoire de une cause produit un effet. Ça, c'est bien plus tard. Et donc, lorsque elle a envoyé les cailloux, une dame se retourne et mon papa crie avec les yeux froncés, panique dans son cerveau. Mais au lieu de partir tout de suite en crise, ce qu'elle aurait pu faire parce qu'elle paniquait, elle a cherché à comprendre son papa. Elle a cherché à donner du sens à ce qui se passait. Et donc du coup, comment faire pour donner du sens à ce qui se passe? Il faut que je le refasse pour comprendre. Et donc elle l'a refait très lentement. Elle a attrapé pour faire. Un jour, ma grand-mère a offert à mes enfants La chèvre de Monsieur Seguin. J'avais tenté d'éviter ce genre de livre nocif et qui fait très peur aux enfants. Jusque-là, mais je n'ai pas réussi à intercepter l'histoire avant. Mes enfants, 6 et 4 ans, ont commencé à lire cette histoire. Tous les soirs, ils voulaient lire quelle page? Celle, évidemment, où le loup mange la chèvre. Et tous les soirs, toutes les nuits, ils se réveillaient avec des cauchemars. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, pour quelles raisons les enfants voulaient tout le temps cette histoire-là? Et pour quelles raisons nous tous, les humains, nous sommes tellement fascinés par la violence? Nous sommes tellement fascinés par ce qui fait, par exemple, il y a un accident quelque part, on est là, on veut y aller, on veut regarder. C'est parce que, à l'intérieur, ça nous pose un souci, ça nous pose un problème. Et nous avons à résoudre ce problème. Un enfant terrorisé par cette histoire va revenir sans arrêt dessus, parce que son cerveau cherche à l'intégrer. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Que chaque fois que nous faisons peur ou honte à nos enfants, chaque fois que nous crions, que nous punissions, chaque fois que nous leur faisons peur, leur cerveau va se stresser et du coup, ils vont avoir tendance à refaire ce qui a motivé nos cris et notre punition. Exactement comme la chèvre de Monsieur Seguin. Et peut-être ça peut nous mener à réfléchir et à poser nos cadres autrement. Un cadre qui permet à un enfant de se développer, c'est un cadre soutenant. Ça n'est pas un cadre enfermant. Ce ne sont jamais des limites. C'est important les limites, c'est très important. C'est très important d'enseigner à un enfant les limites qu'il est nécessaire qu'il pose face à ses frères et sœurs, face à nous, face à ses copains à l'école. Nous avons chacun à apprendre à défendre nos limites. Et nos enfants, souvent, ne savent pas suffisamment défendre leurs limites. Ça, oui, c'est drôlement important. Sinon, le cadre, c'est plutôt le cadre de vie que nous leur proposons. Sur quoi faut-il être intransigeant par rapport à l'éducation et à partir de quand peut-on lâcher prise? Alors, sur quoi faut-il être intransigeant? Sur la nécessité absolue d'aimer. Ça, c'est sûr. Et quand peut-on lâcher prise? Repas compliqué ou non-respect des consignes? Bon, non-respect des consignes, je pense qu'on en a un petit peu parlé. Repas compliqué. Repas compliqué, ça veut dire quoi? Alors, garçon de 3 ans. Un garçon de 3 ans qui ne veut pas manger, parfois, c'est lié à toutes sortes de choses. Et si je suis entre lâcher prise ou bien être intransigeant, je suis totalement à côté de la plaque. Parce que, là encore, je cherche à gérer le lait qui bout au lieu d'éteindre le gaz. Quel est le problème de cet enfant? Pour quelle raison cet enfant ne veut pas manger?
Un enfant de 3 ans, c'est un enfant qui a besoin de choisir par lui-même. Il est grand, il veut faire tout seul. Le grand mot d'un enfant de 3 ans, c'est « je veux faire tout seul ». Or, quelquefois, nous, surtout les mamans, on est là et on sert l'enfant. Si j'ai servi un enfant de 3 ans, j'ai 90% de chances qu'il ne veuille pas manger ce qu'il a dans son assiette. Ça n'est pas qu'il n'aime pas les haricots verts, qu'il ne veut pas les haricots verts, c'est que je l'ai servi. Sauf que l'enfant de 3 ans n'a pas encore un cerveau suffisamment développé pour me l'expliquer. Juste, il sent quelque chose qui ne va pas bien. Il voit quelque chose arriver dans son assiette et il se sent mal à l'intérieur. Donc, il fait une crise ou simplement il dit « j'aime pas ça ». Quand un enfant dit « j'aime pas les haricots », ça ne veut pas forcément dire « je n'aime pas les haricots ». Ça peut vouloir dire « j'en ai assez de manger sur une chaise haute ». J'aimerais bien être avec tout le monde. Le nombre d'enfants qui ont tout d'un coup se sont mis à manger très facilement alors qu'ils étaient bloqués, etc. Simplement parce qu'on les a sortis de leur chaise haute et permis de manger avec tout le monde. C'est impressionnant. Nous ne nous rendons pas compte que nos enfants grandissent. Nous, ça nous simplifie les choses, c'est commode. Mais la vie, c'est pas ça. Un enfant, il est au service de ses besoins, il a besoin de grandir, de se sentir se développer. Et donc, quand il sent qu'il est grand, à 3 ans, il a vraiment envie de participer avec tout le monde à table. Et si un enfant mange, par exemple, tout seul, on le fait manger avant que papa arrive, et bien souvent, il va se bloquer, il va dire non. En fait, il ne sait pas dire « je préfère attendre que papa arrive pour dîner avec vous deux ». Il va juste dire « j'aime pas » ou alors « j'ai pas faim ». Quelquefois, c'est parce qu'il a un souci plus important. Quelquefois, c'est parce que la nourriture ne lui fait pas du bien dans son corps et qu'il a réalisé que chaque fois qu'il mangeait, après, il a mal au ventre. Énormément d'enfants de nos jours ont souvent mal au ventre, ont des problèmes intestinaux. Et nous ne regardons pas suffisamment cela. Nous avons tendance aujourd'hui à psychologiser tout, à imaginer c'est un problème psychologique, il faut mater son comportement. Mais non, ça n'est pas un comportement. C'est peut-être tout simplement qu'il a un désordre intestinal et qu'il ne digère pas bien. Un enfant n'est pas capable de vous dire « je pense que je fais une intolérance à tel et tel produit ». Non, juste il sent que ça ne me fait pas du bien. Et donc du coup, il dit « j'aime pas, j'en veux pas, j'ai pas faim ». Quelquefois, certaines personnes disent « oh, c'est pas grave, on peut faire confiance à un enfant, il va pas se laisser mourir de faim ». Non, on ne peut pas faire confiance à un enfant pour la nourriture aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la nourriture, elle n'a plus rien de naturel. Dans la plupart des familles, la nourriture, elle est achetée au supermarché et ce sont toutes sortes de produits qui sont pleins de sucre, pleins de sel, pleins de colorants, pleins de toutes sortes d'édulcorants qui sont des leurres pour l'organisme de l'enfant. Donc l'enfant ne peut pas identifier véritablement j'ai faim ou j'ai pas faim. Il ne peut pas vraiment identifier j'en veux pas. C'est compliqué pour lui. Donc nous avons à être vigilants sur ce que consomment nos enfants. Mais être vigilant, ça n'est ni forcer, ni laisser faire. C'est changer de paradigme. En fait, nous avons à sortir de cette histoire de sans arrêt qui va gagner. Nous sommes trop enfermés dans cette lutte de pouvoir permanente. Et quand dans cette question, on dit est-ce qu'il faut être intransigeant ou bien lâcher prise? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Il s'agit ni d'être intransigeant ni de lâcher prise. Il s'agit d'éteindre le gaz. Et donc, je branche mon cerveau et je tente de donner du sens, de comprendre ce qui se passe pour l'enfant. Ce peut être intestinal, ce peut être lié à la situation. Je me pose des questions, je commence à poser des questions aux autres parents qui ont des enfants du même âge. Comment ça se passe pour toi, etc.
parce que très souvent, ce sont aussi des comportements naturels d'un certain âge. Et je cherche à donner du sens en fonction des besoins de tel ou tel âge de l'enfant. Un autre papier. Comment gérer l'arrivée d'un nouvel enfant? On va faire ça un petit peu plus tard. Comment concilier la relation parents et grands-parents quand les méthodes d'éducation sont différentes? Je vois que ça, c'est une question qui a l'air de vous plaire. Alors, comment concilier la relation parents-grands-parents quand les méthodes d'éducation sont différentes? En fait, on a à sortir de cette histoire de méthode d'éducation, parce qu'on est encore trop imprégné de l'idée, soit on est autoritaire, soit on est laxiste. Il s'agit de sortir de ce paradigme et de rentrer dans complètement autre chose, et de réaliser ce qui se passe pour les grands-parents. Les grands-parents, ils ont été souvent dans une éducation autoritaire. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a une éducation autoritaire? On parlait du couple tout à l'heure, et qu'est-ce qui fait qu'un des membres du couple est plus autoritaire qu'un autre? Et qu'est-ce qui fait que nous-mêmes, parfois, qui désirons tellement bien faire, qui désirons tellement être respectueux des besoins de l'enfant, à l'écoute, on fait tout pour ça, on lit des bouquins, tout ça, et puis sur le moment, on se met à hurler, on se met à crier, on se met même parfois à gifler. Donc finalement, peut-être bien que cette histoire, elle vient d'ailleurs. Les scientifiques ont fait une découverte importante. Ils ont mis un IRM fonctionnel. L'IRM fonctionnel permet de voir en direct ce qui se passe dans le cerveau. Et donc, un parent est là face à son enfant qui pleure ou bien qui tend les bras. On regarde ce qui se passe dans le cerveau du parent lorsque l'enfant pleure ou bien lorsque l'enfant tend les bras. Immédiatement dans le cerveau du parent, il y a plein d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone de la relation, c'est l'hormone qui permet de prendre soin. Et toutes les zones de « je prends soin de » s'activent. Nous sommes équipés, nous les parents, lorsque un enfant manifeste un besoin pour être porté à satisfaire ce besoin. Pas chez tous les parents. Ce qui a surpris les scientifiques, c'est que nombre de parents n'avaient pas cette réaction. Déjà, beaucoup d'entre eux avaient très très peu de récepteurs à ocytocine dans le cerveau. Peu de récepteurs à ocytocine, et lorsqu'ils voyaient un enfant pleurer, ou même lorsqu'ils voyaient un enfant tendre les bras pour demander un câlin, eh bien, ce qui se passait dans leur cerveau, il n'y avait pas du tout les zones de « je prends soin d'eux » qui s'activent, c'était d'autres zones. Avez-vous une idée? Le circuit de stress. Le circuit de stress s'activait. Circuit de stress et donc attaque, fuite ou figement. La différence entre le groupe de personnes qui étaient portées à prendre soin et les autres, elle était dans leur enfance. Si, quand j'étais petit, j'ai été câlinée, j'ai reçu la tendresse dont j'avais besoin, si j'ai été accueillie, si je me suis sentie inclus dans ma famille, si j'ai donc reçu l'attachement dont j'avais besoin, alors, une fois adulte, lorsque mon enfant fait une demande, lorsque mon enfant éprouve un besoin, je suis naturellement équipée pour aller lui donner ce dont il a besoin. En revanche, si dans mon histoire j'ai été rejetée, envoyée dans ma chambre, battue, humiliée, si tout seul je me suis sentie, eh bien, pas aimée, pas acceptée, si je n'ai pas reçu l'attachement dont j'avais besoin, pas seulement l'amour, mais l'attachement, c'est-à-dire l'interaction entre maman et l'enfant, entre papa et l'enfant. Si je n'ai pas perçu que j'étais intéressant
dans les yeux de mes parents. Alors, une fois adulte, je me suis sentie tellement rejetée que mon circuit de stress s'est activé. Et puis, j'ai moins de récepteurs à ocytocine dans mon cerveau parce que les récepteurs à ocytocine se construisent justement dans la relation d'attachement. Et donc, une fois que je suis ensuite face à un enfant qui fait une demande, qui a un besoin ou qui pleure, eh bien, spontanément, au lieu de prendre soin de lui, c'est mon circuit de stress qui s'active, comme si je revenais en arrière, comme si en fait j'avais à ce moment-là peur d'être rejetée par l'enfant. Mon circuit de stress est devenu très actif parce que chaque fois qu'un enfant a peur de ses parents, chaque fois qu'il est puni, chaque fois qu'il est humilié, eh bien, il y a son circuit de stress qui s'active et donc son amygdale qui sonne un petit peu plus fort. L'amygdale hyperactive plus le faible nombre de récepteurs à ocytocine fait que du coup, le parent se trouve dans une situation où là, l'enfant pleure, l'enfant a besoin, il va donner une gifle parce qu'il l'attaque. Ou il va crier, ou il va attaquer. À moins qu'il ne se retienne d'attaquer, je ne veux pas être violent, et donc il fuit. Il s'en va, j'en peux plus de cette famille. Ou alors tout simplement, il se fige en ne sachant pas quoi faire. La bonne nouvelle, c'est que ça se répare. Ce n'est pas parce que nous avons vécu cela dans notre enfance que forcément nous sommes à vie incapables de nous occuper de nos enfants. Et c'est très important cette découverte des scientifiques parce que ça nous permet vraiment de sortir encore plus du jugement. Il n'y a pas de mauvais parents. Il n'y a pas de parents qui pensent qu'il est nécessaire d'être autoritaire. Il y a juste des parents qui, lorsqu'ils étaient enfants, n'ont pas reçu l'attachement dont ils avaient besoin et donc n'ont pas un cerveau qui leur permet de prendre soin des besoins de l'enfant. Il n'y a pas de parents malveillants. C'est pour ça que je n'aime pas tellement cette culture des parents bienveillants. Parce que si on est bienveillant, ça signifie que les autres sont malveillants. Non. Ce qui est important, c'est vraiment de sortir de tout jugement. Si je veux aider un parent, c'est utile de sortir de ce jugement. Mais comprenons ce qui se passe. Le parent donc frappe son enfant ou bien crie ou humilie. Bref, le parent est dans l'attaque du stress. Mais après, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, c'est difficile en tant que parent de dire oh, « j'ai fait mal à mon enfant parce que je me suis laissé envahir par une réaction de stress ». Donc je vais plutôt dire, et c'est un phénomène psychologique qui s'appelle la résolution de la dissonance cognitive, ça me met en dissonance d'avoir un comportement qui est en décalage avec mes valeurs, donc hop, je change mes valeurs. C'est plus facile de changer ses valeurs que de changer son comportement quand mon comportement est dicté par mon histoire et pas seulement par ce que je crois dans mon histoire, mais par une inscription dans mon ADN, par une certaine configuration de mon cerveau, par une hypersensibilité de mon amygdale et par un déficit de récepteurs d'ocytocine. Donc à partir de maintenant, ne croyez plus jamais qu'il y a des gens qui pensent que les méthodes autoritaires sont mieux. En réalité, c'est juste qu'ils ont une amygdale trop active et que du coup, il leur manque aussi des récepteurs à ocytocine. Alors quand votre conjoint sera autoritaire avec vos enfants, plutôt que de vouloir protéger l'enfant, mais arrête de te comporter comme ça avec eux, tu te rends pas compte à quel point tu leur fais mal, et que j'agresse du coup l'autre parent, je vais me diriger vers le parent et je le prends dans les bras, puisque l'ocytocine, ça se répare et il suffit de quelques minutes où je tiens bien le parent dans les bras pour que son taux d'ocytocine commence à monter et que donc petit à petit il se reconstruise de l'ocytocine. Bien sûr, j'ai plutôt intérêt à travailler le truc de fond avant qu'il y ait des problèmes.
Mais en tout cas, c'est vraiment utile de ne pas me mettre à juger l'autre parent et à ne pas croire que on a des façons de faire différentes. Non, en fait, c'est notre histoire qui nous guide. Et ce que nous avons à faire tous, chacun, c'est arriver à donner un petit peu plus d'espace aux réels besoins des enfants. Que nous dit la science? Donc ça, l'approche empathique, hop, voilà. Un petit film pour comprendre ce qu'est l'attachement. Alors on m'a dit que ça démarrait au bout d'un moment, mais peut-être quand même que là ça devient un peu long. Ça c'est l'autre. Bon, c'est pas celle-là que je voulais vous montrer. Bon, j'ai besoin d'une technique, là. Une aide technique. Bon. On va regarder directement celle-là. C'est donc Edward Tronick qui a révolutionné notre façon de regarder les enfants grâce à une expérience qu'il a nommée l'expérience du visage impassible. On croyait jusque présent que les bébés n'étaient pas capables d'interaction sociale et que donc on ne mesurait pas à quel point ils étaient déjà compétents. On voit là l'attachement qui se construit. L'enfant dirige le regard de sa mère, la mère regarde, elle se retourne et on voit comment tous deux se coordonnent, comment ils mettent leur cerveau en résonance l'un avec l'autre. Ensuite, la mère, on lui demande de tourner la tête, puis de revenir vers son enfant avec le visage impassible. Donc il est attentif, elle est attentive à son fils, mais à sa fille, pardon, mais l'enfant, elle cherche à récupérer, elle cherche à refaire ce qui marchait. Elle lance ses deux mains en avant, elle cherche à obtenir. Voyez la rapidité avec laquelle elle rentre en détresse. Vous avez entendu ce son, c'est le son, le cri de l'enfant qui est en rupture d'attachement. Et petit à petit, elle va finir par être en grande détresse. Elle cherche à trouver des solutions, puis elle rentre en détresse. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle perd le contrôle de sa posture. Là, vous avez un exemple de ce qui se passe quand on est sous stress, comment on perd le contrôle de sa posture. Vous avez énormément de vidéos sur l'Internet avec des enfants de tous les pays du monde qui se comportent de la même manière. Bien sûr, on ne peut pas toujours être attentif à son enfant et vous avez vu comment ensuite se récupère la relation. Notre relation, c'est on quitte la relation, puis on revient, on reconstruit la relation, on quitte la relation, on revient dans la relation. Je vais essayer de nouveau la première vidéo. Non, bon, tant pis. Ce que nous montre cette vidéo sur le visage impassible, c'est à quel point l'attachement, l'amour, mais au-delà de l'amour, parce que la mère continue à aimer son enfant même quand elle a le visage impassible. Mais l'interaction, répondre à ce qui se passe pour l'enfant est un carburant pour l'enfant. L'amour, et au-delà de l'amour, donc l'attachement, ça n'est pas une récompense. On a trop souvent entendu que si un enfant se comporte mal, alors il ne faut pas le regarder.
Il ne faut pas lui fournir d'attention, parce que sinon c'est comme si on récompensait son mauvais comportement. Vous vous rendez compte comment on en est arrivé à dire ce genre de choses? Est-ce que ça vous arrive de dire à votre voiture, eh bien, je monte maintenant dans l'habitacle, tu me mènes jusque Lille, si tu roules correctement, je te mets de l'essence. Non. En réalité, on met de l'essence avant. L'amour, c'est ce qui va permettre à un enfant d'être coopérant. La première question ce soir, c'était comment faire doit-on intervenir quand nos enfants se battent? Déjà, si j'ai joué avec chaque enfant, si j'ai rempli le réservoir de chaque enfant avant qu'ils ne jouent ensemble tous les deux, il y a beaucoup moins de risques qu'ils se disputent. Nombre d'enfants se disputent en fait simplement parce qu'ils sont sous stress. Dès que vous voyez un enfant ou un adulte en train d'attaquer ou de fuir ou de se figer, pensez stress. Et que faire lorsque l'enfant est sous stress? Mon problème, c'est l'amygdale qui est hyperactive, l'amygdale qui est en train de déclencher dans l'organisme des vagues d'adrénaline, de cortisol, l'hormone du stress. Ce cortisol qui fait que ça va déclencher des argumentations, ça déclenche à l'intérieur toutes sortes, on se sent mal, et donc du coup forcément n'importe quelle frustration va faire éclater les choses. Face à ça, comment calmer l'amygdale d'un enfant? Ce qui calme l'amygdale, c'est l'ocytocine. Et donc lorsque un enfant a un comportement inadapté, je ne sais pas moi, on va bien en trouver un. Prenons cet exemple-là. Un enfant qui tape, voilà. L'isoler est une solution. Qu'en pensez-vous? L'isoler, c'était une des stratégies d'avant. Avant qu'on ne comprenne à quel point l'attachement est un carburant. Quand on isole un enfant, en plus les âges 2 ans ou 6 ans, quand on isole un enfant, on augmente son stress. Donc, on va obtenir forcément une aggravation. Si un enfant frappe, il tape, ça veut dire qu'il est déjà sous stress. Il est dans la réaction d'agressivité, probablement, à moins qu'il ne tape tout simplement parce qu'il n'a pas la compétence encore de pouvoir demander « S'il te plaît, je voudrais passer devant toi sur le toboggan, alors est-ce que tu veux bien te pousser un petit peu ?» Il n'a pas encore la capacité de dire tout ça, alors paf, il donne un coup. Donc là, je sais ce que j'ai à faire, j'ai à lui enseigner des compétences sociales. Mais si un enfant frappe, c'est qu'il a un besoin. Et donc, je vais me mettre à écouter l'enfant. L'isoler n'est jamais une solution pour personne. Et peut-on exiger qu'il demande pardon? Pardon? Je m'excuse d'avoir souffert. Parce que ça veut dire quoi? Un enfant qui frappe est un enfant stressé. Et donc, mon job, c'est de permettre à l'enfant de sortir ce stress. Il y a juste une semaine, une maman me parlait de son enfant de 7 ans et elle me dit il était vraiment infernal, insupportable et il frappait son frère sans arrêt. Il me frappait moi-même aussi. Et je n'en pouvais plus, je me suis mise à hurler, j'ai crié dessus. Ça devenait trop, ça faisait plus d'1 mois que son fils était absolument infernal et frappait tout le monde. Et elle me dit à ce moment-là, mon fils a craqué, il a éclaté en sanglots. Et du coup, je me suis rapprochée et j'ai écouté. Et il m'a dit ce qu'il ne m'avait jamais dit jusque-là. À l'école, il était harcelé, on le frappait. Et j'ai commencé à mesurer que, en fait, s'il avait ce comportement à la maison, c'est qu'il souffrait tellement à l'école. Derrière le lait qui bout, il y a toujours le gaz. Plutôt que de m'adresser au comportement de surface, je vais chercher quelle est la cause. Un enfant qui frappe, c'est un enfant qui me dit quelque chose. Il est en train de chercher à me confier une blessure. Les enfants qui frappent leurs parents ou qui insultent leurs parents. Un enfant va insulter son parent ou va le frapper parce qu'il va lui montrer sa blessure.
Quand vous emmenez votre enfant chez le docteur, il se fait faire une piqûre. Dès qu'il rentre à la maison, votre enfant veut vous faire la piqûre. Un enfant qui se fait humilier à l'école, on lui dit des mots méchants, il a les mots méchants dans son cœur, il ne sait pas quoi en faire. Donc il revient à la maison, il voit sa figure d'attachement, et à la figure d'attachement, il va dire les mots méchants, dans l'espoir que maman va l'aider. Évidemment, il est trop jeune encore pour pouvoir dire « Tu sais, ça me fait mal dans mon cœur, j'ai vraiment besoin que tu entendes ce que j'ai à te dire. » Non, il va juste dire, il ne dit rien du tout. Il est complètement sous stress, et donc il va agir. La plupart des comportements de nos enfants ont vraiment des causes. Un jour, j'ai donné une gifle à ma mère. J'avais 14 ans et je me revois encore, je ne sais plus pour quelle dispute, mon bras est parti comme ça et j'ai donné une gifle. Heureusement, ma mère, bon, elle m'a tout de suite retourné une gifle, normal, mais juste après, elle est venue me parler et on a discuté de ce qui s'était passé. J'avais 14 ans pourtant. Et j'étais dans une famille où on m'écoutait énormément. Mes émotions étaient respectées, entendues. Je n'ai jamais reçu d'interdit dans ma famille. Je n'ai pas eu de limite. J'ai été respectée. Et pourtant, je n'avais pas réussi à dire ce que je vivais à l'intérieur. Je venais de passer quelques jours chez une de mes amies qui avait 15 ans et qui, elle, recevait des gifles régulièrement. Moi, j'avais jamais été frappée, donc quand j'ai vu ces gifles qu'elle recevait, j'étais absolument pétrifiée. Et comme elle avait 15 ans, évidemment, à un moment ou à un autre, elle a rendu la gifle à sa mère. Alors là, moi, j'étais totalement pétrifiée. Donc, je suis rentrée chez moi, pétrifiée. J'avais beau avoir 15 ans, votre cerveau s'arrête quand vous voyez des choses traumatiques. Et donc, pétrifiée à l'intérieur, j'ai dû chercher ma mère, je cherchais qu'elle m'aide, mais j'étais incapable de mettre des mots sur ce que j'étais en train de vivre. Et donc j'ai réussi à trouver quelque chose pour qu'on se dispute, et à ce moment-là, je lui ai montré ce que j'avais vu chez mon ami. J'ai juste refait le geste de l'intérieur pour lui montrer ce que j'avais vu. C'était juste le désespoir de je ne sais pas quoi faire avec ce geste-là. Chaque fois que nos enfants ont un comportement débordant, c'est soit parce que nous avons provoqué ce comportement, parce que nous avons donné un ordre, nous avons stressé son cerveau, nous avons dirigé son attention vers une limite, soit c'est parce qu'il veut nous montrer quelque chose, soit c'est parce que simplement il est trop sous stress, c'est une accumulation de stress terrible. Le matin, on l'a levé hyper rapidement. Allez, dépêche-toi, il faut aller à l'école, on va être en retard, etc. L'enfant part avide à l'école. Et une fois qu'il est à l'école, alors déjà en plus, il n'a même pas pu courir ou marcher. En général, on monte dans la voiture, on est dans une boîte, ensuite on va dans une autre boîte, ensuite on a à peine le temps de courir un peu à la récré, et ensuite il faut encore s'asseoir. Et donc, on essaie de remplir son réservoir comme on peut, mais on marche à vide. Et donc, c'est difficile. Là, on peut réussir à remplir un peu son réservoir, par exemple, surtout si je suis un garçon, je vais me moquer de la maîtresse, comme ça va faire rigoler tout le monde. Ça va pouvoir faire une punition chouette, ça c'est un galon. Donc, chaque punition rehausse mon statut social, ça va aller de mieux en mieux. Donc, si je peux avoir 5-6 punitions dans la journée, c'est super. J'ai un statut social plus élevé. Mais quand même, je sens toute cette détresse à l'intérieur et tout ce stress, toute cette charge de stress. Papa vient me chercher à l'école. Bon, il faut encore que j'attende un petit peu. C'est pas encore ma figure d'attachement principale. Là, je suis pas 100% sûre. Les papas, ça reste une demi-heure de plus au boulot quand ça a un bébé. Donc, maman arrive et elle me dit « Regarde, je t'ai acheté un pain au chocolat. » À ce moment-là, j'éclate et je lui dis « Mais pourquoi t'as pris un pain au chocolat? Tu sais bien que j'aime que le pain au raisin !» Et ça fait un drame énorme. Mais en fait, là, si la mère se dit « Est-ce que je dois être intransigeante sur le pain au chocolat ou est-ce que je laisse faire ?»
elle est à côté de la plaque parce qu'en fait, ce qui se passe, ce n'est pas une histoire de pain au chocolat ou de pain au raisin, c'est une histoire de stress accumulé. Et donc, la réponse, c'est juste, tu as eu une sacrément dure journée. Nous avons à écouter en dessous des comportements. Tout de suite, si nous continuons de vouloir mettre des limites au lait, on va finir épuisé. Autant aller tout de suite au gaz. Et le gaz, il y a en fait, c'est souvent assez simple, il y a deux sortes de gaz. Il y a le manque d'attachement, et donc chaque fois que mon enfant est trop sous stress, je pense à remplir son réservoir. Quand un enfant a un comportement débordant, immédiatement je lui fournis tout l'amour dont il a besoin. Parce que l'amour n'est pas une récompense, c'est du carburant. Et je sais qu'il a besoin de ce carburant pour pouvoir réussir à faire quelque chose. C'est vraiment du carburant. Une étude portant sur des adolescents, on a demandé à des adolescents de jouer une demi-heure par jour avec leur maman. Enfin, on a demandé aux mamans de jouer une demi-heure par jour avec leurs adolescents à un jeu qui s'appelle Jenga. Tout simplement, c'est des petites tours en bois, là, on monte la tour, etc. Une demi-heure par jour où, évidemment, c'était l'idée de jouer vraiment avec l'enfant, c'est-à-dire pas en train de jouer sur son téléphone portable en même temps. Bref, on est en interaction avec son enfant. Et ils ont mesuré le taux de cortisol dans les urines des adolescents sur une durée de 4 mois. Ce qui a été phénoménal, c'est l'importance de la différence qu'il y avait entre le taux de cortisol des enfants qui jouaient avec leur maman et le taux de cortisol des enfants qui ne jouaient pas avec leur maman. Les enfants qui jouaient avec leur maman avaient un taux de cortisol très bas. Les autres avaient un taux assez élevé. Et alors, comme l'expérience a duré sur 4 mois, évidemment, pendant 4 mois, il se passe toutes sortes de choses. Il y a toutes sortes d'agents stresseurs. Il y a des séparations, il y a l'école bref, toutes sortes d'agents stresseurs, de déménagements, des petites copines qui s'en vont, bref. Et là, on regarde dans les urines, en fonction de ce qui se passe dans la vie des enfants, leurs réactions. Lorsque ce sont des enfants qui ont joué avec leur maman une demi-heure par jour, ce serait pareil avec les papas, hein, c'est jouer avec une figure d'attachement. Le taux de cortisol, même lorsqu'il y a des événements graves, reste relativement bas. Il y a juste une petite... Par contre, dans le groupe des enfants qui ne jouent pas avec leur maman, eh bien, il y a, chaque fois qu'il y a un grand stress, un énorme pic de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone qui est dans le corps de votre enfant à chaque fois qu'il est délirant, qu'il est agressif, qu'il est dans un sale état et que vous n'arrivez pas à gérer quoi que ce soit. Votre job, c'est de diminuer le taux de cortisol dans l'urine de votre enfant, dans le corps de votre enfant. La manière de diminuer le cortisol, c'est de fournir davantage d'attachement. Quand on avait notre bébé dans le ventre, on se disait « Oh là là, vivement qu'il sorte, j'en peux plus ». Une fois qu'il est sorti, on l'avait dans les bras, il est mignon comme tout, mais au bout d'un moment, ça devient lourd, vivement qu'il marche. Après ça, il est en train de marcher, on est là, mais arrête, non, 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 c'est ça, on lui enseigne le non, puis après on se plaint, bref. On se dit vivement qu'il aille à l'école. Après ça, il est à l'école et on a tout le cirque des bulletins scolaires, tout ça, et on se dit vivement que ce soit fini tout ça. Et puis, à l'adolescence, il y a des tasses partout, des tasses sales, des assiettes sales dans sa chambre. Il y a vivement qu'il parte de la maison, j'en peux plus, il prend la maison comme un hôtel. Et dès qu'il est parti, on se retourne sur la chambre vide et on se dit « c'est passé tellement vite ». C'est dommage de passer notre temps en jeu de pouvoir alors que nous avons tous les mêmes aspirations à l'intérieur. 2 aspirations fondamentales, l'attachement et la liberté. La liberté, c'est aussi quelque chose qui est fondamental pour tous les humains. La liberté, c'est le libre arbitre. C'est le besoin de décider par soi-même. Chaque fois que j'empêche mon enfant de décider par lui-même, je déclenche
la rage chez lui. C'est juste parce que c'est un humain. Ça n'est pas parce que je suis un mauvais parent, c'est simplement parce que c'est un humain. Et puis, dernière petite chose avant de terminer cette conférence, juste si quelqu'un veut bien me lire ce qui est sur cette sucette. Donc c'est une petite sucette bonbon achetée dans un supermarché. Déjà, c'est tout petit, oui, il y a un endroit où c'est écrit en français. Marvel Marvel Décora Innova. Les ingrédients. Et voilà, c'est ça comme à quoi on en est rendu. Dans les supermarchés, maintenant, il faut aller avec des loupes. Non, en français. En français. Alors, quelqu'un d'autre? Dextrose, gélatine, amidon de maïs, épaississant, acidifiant, arôme, colorant, 204, 229, 233. Avertissement, le produit a été fabriqué dans des installations utilisant des ingrédients tels que du soja. C'est écrit sofa, mais c'est la suite qui est intéressante. Oui, encore. Et oui, c'est ça. Et en fait, c'est tellement pénible que du coup, on lit pas, mais écoutez bien là. Des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Vous relisez cette boulin? Peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention chez les enfants. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, si votre enfant est hyperactif ou a un déficit d'attention, peut-être bien que ça n'est pas parce que vous ne lui avez pas mis assez de limites, c'est peut-être tout simplement qu'il n'a pas le bon carburant dans ses intestins. On n'a plus le temps de décrire tous les problèmes de nutrition, mais le sucre va modifier énormément les réactions de nos enfants. Le lait, le gluten et les autres protéines inflammatoires. 19 additifs alimentaires depuis le Conseil d'Europe a vraiment exigé que ce soit écrit sur les bonbons. Il n'y a pas que les bonbons, dans des sauces tomates, dans toutes sortes de produits. Eh bien, on peut trouver ces colorants alimentaires qui déclenchent l'hyperactivité. Parce que est susceptible de déclencher l'hyperactivité ou le déficit d'attention chez les enfants. Vous imaginez bien que si le Conseil de l'Europe a réussi à convaincre les industriels de le mettre sur leur, même s'ils écrivent tout petit, c'est qu'il y a un paquet de preuves énormes qui vont dans ce sens. Et ce n'est que 19 produits qui ont été testés individuellement. On ne parle pas des mélanges. Donc aujourd'hui, ça n'est pas vrai que les parents ne donnent plus assez de limites. Nous sommes le pays le plus autoritaire d'Europe et la question, elle n'est pas là. Mais c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les enfants d'hier. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'être parent que ça n'était hier parce qu'aujourd'hui, on a des enfants qui sont de véritables piles. Mais ça n'est pas parce que nous ne savons plus être assez autoritaires, c'est simplement parce que le carburant qu'ils ont à l'intérieur d'eux n'est pas le bon. Donc peut-être on peut modifier le carburant et redonner davantage avec de la bonne nourriture, des oméga 3, etc. et de l'ocytocine. Merci.